Bonjour Christelle. Bonjour Lilou. Enchantée de pouvoir faire cette interview avec toi aujourd'hui Christelle. Ça fait un moment qu'on est en communication mais ça devait tomber aujourd'hui, voilà. J'ai ton livre entre les mains, La passeuse d'âme, et j'adore ce sujet. Donc nous allons plonger dans les... Comment dire, dans les mystères de ce qui se passe dans l'au-delà. C'est ça. Donc ça fait un moment que tu pratiques, hein, t'es médium, tu accompagnes les personnes dans leur transition de vie, tu as des messages des défunts, clairement c'est une passion qui date depuis ton enfance apparemment, d'après ce que je lis dans ce livre. Oui. C'est la médiumnité me poursuit un petit peu depuis l'âge de 8 ans. Me poursuit parce que tu sais, au début, ça n'a pas été simple pour moi de pouvoir assumer et assurer ces contacts avec les défunts. Et puis, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus aidant. Voilà, c'est le but de cette médiumnité. Comment t'est apparu ce premier contact? Ça m'est apparu donc à l'âge de 8 ans, donc j'ai eu un accident de voiture, etc., qui fait que j'ai été dans une sorte d'état modifié de conscience. Moi, je préfère dire état modifié de conscience que NDE ou EMI parce que moi, j'ai pas fait d'arrêt cardiaque, etc. Donc, quand je suis revenue De ce de cet voyage? accident de voiture, voilà, de cette expérience un peu magique, est apparu devant moi, lorsque je me réveillais le matin, des personnages. Et je dis bien des personnages, puisque à l'époque, je ne les avais pas identifiés comme étant des personnes décédées, etc. C'était vraiment des personnages que je ne connaissais pas, que c'était vraiment spontané. Voilà, je me réveillais, j'avais quelqu'un au pied de mon lit et paf, ça partait comme si on éclatait une bulle de savon, tu vois, on met une petite aiguille sur la bulle de savon et tout éclate. Donc voilà, c'est comme ça que sont apparus mes premiers contacts avec l'au-delà. Parce qu'à cet âge-là, on fait la différence entre l'imaginaire ou le réel, ce qui est là, pas là, comment tu... C'est difficile parce que à l'époque, à l'âge de 8 ans, ça faisait partie de ma normalité. Donc ça veut dire que je ne faisais pas la différence entre la partie imaginaire, entre la partie réelle. C'était ma réalité et je pensais que tout le monde était face à cette réalité-là. Donc en fait, mais au jour d'aujourd'hui, je sais que ça pouvait pas faire partie de mon imaginaire parce que si ça avait été mon imaginaire, j'aurais pas vu ça. Enfin, tu vois, j'aurais pas vu des personnages que je ne connais pas. Au pire, j'aurais vu des dragons, des choses, voilà, qui étaient un peu plus Plus imaginatives. enfantin en plus, oui. Oui, et là, voir un personnage, si tu veux, quelqu'un que je ne connais pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'âge de 8 ans. Donc c'est comme ça que par la suite, je peux dire que c'était pas l'imaginaire. Ouais. Alors, ton témoignage, il est hyper intéressant pour les parents qui ont des enfants qui le vivent, ou inversement, on va parler de ça, entre autres, ce que tu as vécu à cet âge-là, et encore après, comment tu as fait auprès de tes proches avec ce don extraordinaire, comme tu nous le décris dans le livre. Mais aussi, on va parler un petit peu plus tard dans l'interview aussi de ces infos et de ce que le défunt et ses âmes et même le passage, etc., ce que ça mérite, ce qu'on mérite de savoir pour pouvoir vivre ça mieux et mieux accompagner et tout. Donc c'est super précieux. Donc là, en l'occurrence, à l'âge de 8 ans, comment tu en as parlé autour de tes proches? Comment c'était vu? Comment t'as fait ton coming out ou t'as gardé ça pour toi? Non, j'ai pas fait de coming out parce que justement, à l'âge de 8 ans, quand on est enfant comme ça, encore une fois, ça faisait partie de ma normalité. Et là où j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas commun, c'est vraiment à l'âge de l'adolescence où là, je me suis rendu compte, donc est apparue la clairaudience aussi, hein, donc ça veut dire que j'avais l'image et le son, ou parfois j'avais que le son sans avoir l'image. Et c'est là où je me suis dit non, mais il y a un truc qui est pas. Enfin, j'ai bien intégré, j'ai bien compris à ce moment-là que tout le monde n'entendait pas et ne voyait pas ce que je voyais. Donc c'est vrai que petit à petit, alors j'en ai parlé sans vraiment en parler à mes parents parce que on n'est pas vraiment dans une famille hyper croyante, que ça soit en religion ou que ça soit en spiritualité. J'ai pas été élevée dans un univers spirituel, etc. Donc
j'ai parlé à ma maman de cette expérience que j'avais vécue pendant l'accident de voiture. Donc j'ai vu mon grand-père qui était décédé alors que je ne l'ai pas connu. Je me suis retrouvée dans un univers un petit peu, pas féerique parce que c'est pas vraiment ce terme-là. C'est assez difficile à décrire l'univers dans lequel je me suis retrouvée, mais en tout cas, ça a été vraiment quelque chose de très marquant pour moi. Et ça, j'en ai fait part à ma mère. Donc, quand j'étais pré-ado, tu vois, vers 12-13 ans, et puis là, elle m'a dit, bah oui, bah papy t'a protégé, c'est normal. Enfin, tu vois, c'est un peu le truc, je casse un peu ton mythe, hein. Et elle n'a pas fait exprès, parce qu'on en reparle au jour d'aujourd'hui ensemble. Elle me dit, mais je n'ai pas compris, je n'ai pas intégré à ce moment-là que tu vivais des expériences. Tu vois, par exemple, j'avais pris l'habitude de dormir avec le drap sur le dessus de la tête et de me laisser qu'un petit trou pour respirer. Mais tout le monde se moquait de moi dans ma famille. Dès qu'ils rentraient dans la chambre, ah, bah, Christelle, elle dort cachée, etc. Et ma mère m'a dit, pas longtemps, quand elle a lu le livre La passe aux ailes, elle m'a dit, mais oui, tu dormais la tête sous les draps. Et nous, on n'intégrait pas que c'était parce que tu entendais et que tu voyais des choses qui étaient un peu particulières. Donc, elle, j'en ai, j'ai été assez seule en fait dans cette expérience médiumnique, vraiment. Et tu t'en servais ou à partir de quel moment tu commençais à te dire tiens, il y a quelque chose de quand même intéressant là, où il y a de l'info à faire passer, où je devrais le communiquer? Je veux dire, qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Quand je suis enfant et ado, je n'en fais rien. Voilà, parce que concrètement, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je me sens, je vais pas dire attaquée, parce que j'ai jamais été attaquée vraiment dans ma jeunesse, etc. Mais je me sens pas vraiment j'ai pas envie de vivre ça. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt de voir et d'entendre les défunts. Ça fait peur, c'est pas beau, alors que jamais ils m'ont fait peur, hein. Il y a toujours eu une forme de respect qui s'est installée, mais j'ai vraiment pas voulu. Pour moi, ils entraient dans ma vie et c'était vraiment contraignant. Et puis, tu sais, quand tu es dans un groupe de copines, etc., que tu discutes de tout et de rien, puis d'un seul coup, tu entends en clairaudience quelque chose, ou que tu vois le grand-père de la copine qui arrive parce que il a envie de lui dire tel message. Moi, je trouvais que c'était intrusif, donc je ne voulais pas. Je ne voulais pas entendre ces choses-là. C'est vraiment à l'âge adulte, en tant que femme et en tant que deuxième expérience que j'ai vécue à l'accouchement de ma fille, où là, je me suis dit non, il y a vraiment quelque chose. Et là, j'ai compris qu'il fallait utiliser cette médiumnité, mais pour des choses évolutives et non pas, tu vois, utiliser la médiumnité pour faire de l'ésotérisme, etc. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc c'est Tu vraiment dis à l'âge adulte. évolutive, c'est-à-dire c'est quoi pour toi la différence là alors entre... Tu veux dire concrètement qu'il y ait quelque chose de concret, de résultat, de tangible pour la personne, c'est ça? J'ai besoin de ça. Si tu veux faire de la communication avec les défunts pour faire quelque chose de sensationnel, etc., et montrer que ça existe, moi, c'est pas mon truc. Moi, effectivement, montrer que ça existe, mais montrer que c'est vrai, que c'est véritable, quantifiable et que c'est quelque chose qui est palpable, tu vois. Donc, et c'est toujours comme ça que j'ai fait de la médiumnité. Dire à quelqu'un, votre père vous embrasse, il est bien là où il est, ça n'a aucun intérêt. Faire de la médiumnité de spectacle, comme j'ai dit, c'est-à-dire je fais de la médiumnité devant une salle en disant des choses qui n'ont pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, moi je veux que ça soit précis, clair, net, et c'est ce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc Donc, quel genre de message précis? Je sais que bon, Stéphane Alix, entre autres, t'as sélectionné parmi les 6 médiums dans The Test, donc il y avait quelque chose de très précis qu'il avait mis dans le cercueil hein, de son père. Donc là, tu as fait partie des médiums qui ont fait partie de cette expérience. Donc là, c'est concret, c'est un objet. Mais sinon, qu'est-ce que c'est concrètement ce qu'un défunt a envie ou qu'est-ce qui pourrait être concret pour vraiment... Là, c'est indiscutable. L'au-delà existe, le défunt était là, cette personne, oui, je la reconnais, etc. Ça ressemble à quoi? ça peut être, tu vois, dans un message que j'ai eu récemment, dans un contact que j'ai eu récemment, première image que j'ai du défunt, il se présente à moi debout et il lève les bras et il dit je suis libre. Alors pour moi, ça n'a aucun sens. Par contre, pour la dame qui recevait ce message, son compagnon était tétraplégique. Donc ça veut tout dire. Voilà. Donc tu vois, c'est le genre de message qui est précis, détaillé, mais en même temps qui n'entre pas dans du matérialisme, si tu veux. C'est pas un objet, c'est pas un prénom, c'est pas un surnom. C'est au-delà de ça. Ça veut dire que la dame
dès le premier message, elle a su que c'était lui qui était là et vraiment cette vision de lever les bras au ciel comme ça, l'air de dire je suis libre. Et puis après, il est rentré dans des détails beaucoup plus matériels pour le coup, qui ont vraiment montré que c'était lui et qui ont vraiment montré la confirmation. Mais première image qu'il y a, debout, les bras en l'air et liberté. Donc ça, Ouais. Qu'aurait pu être interprété de plein de façons pour de différentes personnes. Mais de la façon dont il arrivait, si tu veux, c'était particulier parce que après cette image de liberté, il m'a montré que sur Terre, on lui massait les jambes, on lui massait les pieds et qu'il ne sentait pas. Et d'emblée, il m'a dit, je ne sentais pas quand on me massait les pieds. Donc ça, c'est des choses qui sont revenues, reconfirmées. Donc si tu veux, c'est ce que j'explique aux gens. On n'a pas que des choses matérielles, on n'a pas que des choses superficielles non plus, parce qu'il va bien aller dans la lumière, c'est pas suffisamment concret. Mais on a la personne à qui je m'adresse au téléphone, il y a que elle qui sait. Il y a que elle. Voilà. Et la personne, le défunt en question, il peut être à différents, je suppose, stades de sa transition vers, puisque tu parles également, d'après ce que j'ai compris, aux âmes qui sont arrivées dans les Oui. cieux, enfin de l'autre côté, ou voilà. Donc, et tu vas pas avoir le même contact, la même légèreté, densité avec la personne à qui tu parles. Donc, quels sont, en général, ils veulent juste, leur premier truc, c'est rassurer la personne. C'est, c'est quoi en fait qu'est-ce qu'un défunt veut plus que tout? Il veut plus que tout montrer sa survivance quelque part. Voilà. Rassurer les personnes, ça j'ai tendance à dire, c'est dans le travail de deuil, c'est dans le processus de deuil. Donc c'est vrai que la médiumnité va aider justement à trouver la sérénité. Mais déjà, avant tout, le message majeur que tous les défunts veulent faire comprendre, c'est vraiment je suis passé quelque part. La mort n'est pas une fin, je suis passé quelque part. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient. Voilà. Après, effectivement, tout dépend du taux vibratoire où il se situe, etc. Donc, au niveau, quand ils sont sur un taux vibratoire un peu plus compliqué, bah, la communication va être un peu plus difficile, etc. Quand ils sont beaucoup plus libérés, ils vont être dans un moyen de communication plus fluide. Mais ça se met en place tout au long de la séance, enfin tout au long d'un contact en fait. Mais dans un premier temps, c'est vraiment je suis là. Et on va retrouver ça beaucoup avec les enfants. Maman, je suis là, je suis là. Et il n'y a pas que je suis là, il y a tout ce qui vient en détail après. Mais pour ce petit garçon ou cette petite fille qui parle à maman, c'est vraiment je suis pas mort. Voilà, je suis pas mort. C'est vraiment les messages majeurs qu'ils veulent transmettre, vraiment. Il y a des morts qui sont plus ou moins brutales, plus ou Oui. moins rapides. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là pour l'âme? On a différents cas de figure et ça, j'ai pu l'observer dans les différentes expériences que j'ai faites parce que moi, je suis une femme de terrain. Voilà, je suis une médium de terrain, donc c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes qui veulent un rendez-vous à telle heure. Maintenant, non, moi, je suis une femme de terrain, donc du coup, j'aime expérimenter et j'aime voir de mes yeux. Donc, j'ai pu approcher les morts brutales parce que j'ai été pompier volontaire et que j'ai été, par exemple, la première à intervenir sur un cas d'intervention où la personne a vu un accident de voiture, tac. Et là, j'ai vu le processus de l'âme. Donc, quand on est sur des départs violents comme ça, c'est comme si l'âme se retrouvait éjectée, tu vois, de son corps, comme si, voilà, on lui laisse pas le choix, elle se retrouve éjectée. Et puis, on a les morts un peu plus douces, où on a les morts suite à des maladies, tu vois, des choses qui se préparent, entre guillemets, où là, on a des morts où petit à petit, l'âme va commencer sa décorporation, petit à petit, sur quelques jours. Elle va faire des voyages astraux, etc. Elle va commencer d'anticiper tout ce qui va se passer. Et c'est ce qui fait que visuellement, ça peut donner la vision du mourant. Par exemple, on en parle de plus en plus chez les soignants, où les personnes qui sont en fin de vie vont à un moment donné fixer un point de la chambre, etc. Et ça, ce sont des fins de vie qui sont en train de se préparer, même si mentalement, le patient n'est pas forcément dans la capacité de dire ce qu'il voit, mais énergétiquement, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Donc en fait, on a différents cas de figure qui font que l'âme va se retrouver soit éjectée de son corps comme ça, parce que c'est une mort accidentelle, etc., ou soit il y a une forme de préparation comme ça qui se met en place. Donc, moi, je trouve ça génial dans l'accompagnement de fin de vie d'avoir accès à... Et puis, c'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant aussi parce que
J'ai abordé aussi des morts suite à des départs volontaires. Donc là aussi, il y a toute Quand tu dis volontaire, une tu veux dire quoi? bah, c'est un suicide, voilà, tout simplement. Quand ça m'est arrivé et ça m'arrive encore aujourd'hui dans le milieu funéraire, on va chercher un corps, quelqu'un qui a mis fin à ses jours, et on arrive, il y a une ambiance, tu vois, hormis le contexte, ambiance glauque, etc. J'ai retrouvé cette ambiance dans toutes les fins de vie que j'ai accompagnées où énergétiquement tu sens qu'il y a un changement de taux vibratoire. Et ça me rassure toujours de me dire, d'accord, ok, il a voulu mettre fin à ses jours, mais de l'autre côté, il y a un processus qui s'est mis en place énergétiquement et il y a quelque chose qui prend le relais. Donc voilà, Parce qu'on je trouve entend que dire, par c'est exemple, bon. pour les suicides, que c'est beaucoup plus dense, enfin la transition est plus difficile et ces âmes errent dans le bas astral. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce bas astral, haut astral? Oui, alors moi, au début que j'ai commencé la médiumnité, j'avais beaucoup de crainte de contacter, enfin d'être en contact avec des suicidés. Parce que justement, j'avais entendu parler du bas astral, des choses pas belles, etc. On est quand même beaucoup basé sur des anciennes croyances, notamment les spirites, Alan Kardec, etc., qui a fait du très très gros travail de décortiquage d'âme et de niveau vibratoire. Sauf que quand on est dans cette réalité des âmes au quotidien, comme je peux l'être dans mon travail du funéraire, etc., on se rend compte que c'est du cas par cas. Et au final, les personnes qui ont mis fin à leur jour, eh bien, il y en a qui vont faire ce geste-là sous le coup de la colère. Donc énergétiquement, tu vas sentir une âme en colère, etc. Quand je prends en charge un défunt qui a mis fin à ses jours de façon colère, on le sent. Tu vois, je suis pas forcément hyper à l'aise, j'ai pas forcément le contact avec lui. Je sens qu'il a besoin de vivre son expérience et qu'il a besoin de temps. Et puis, contrairement, j'ai eu d'autres personnes qui sont parties, qui ont mis fin à leur jour, mais par désespoir. Et là, tu vois, tout de suite, je suis rentrée en contact avec eux et ils n'étaient pas dans du bas astral. Ils étaient dans une énergie d'attente, ils faisaient le point sur leur départ, etc. Donc, je peux pas dire que le bas astral n'existe pas parce que énergétiquement, il y a toujours cette dualité bien-mal, etc. Elle existe toujours dans l'au-delà. Par contre, je ne veux pas mettre tous les cas de suicide dans le même panier en disant c'est pas beau, ils vont être punis, etc. Et je n'aime pas cette philosophie parce que dans la réalité du terrain, encore une fois, c'est pas le cas. Euh, on est quand même face à plus en plus de suicides de jeunes, de plus en plus. Hein. Moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé la médiumnité et là, ces 4-5 dernières années, c'est quelque chose qui est quand même assez en expansion, malheureusement. Les jeunes qui vont mal, les jeunes qui trouvent pas leur place, etc. Et Et qu'est-ce si, qu'ils te disent de l'autre côté? ils disent que, alors, pour certains, c'était quelque chose qui était inévitable parce qu'ils trouvaient pas leur place dans cette société. Donc, ça veut dire que l'âme n'arrivait pas, même avec les outils terrestres qu'elle avait, elle n'arrivait pas à suivre son incarnation. On en a d'autres qui nous disent que son incarnation devait s'arrêter là, à ce moment-là. Donc, c'est un départ volontaire comme ça aurait pu être un départ accidentel. Voilà, j'ai certains jeunes qui m'ont rapporté ça en me disant de toute façon, c'était écrit que je m'en aille. Voilà, donc si tu veux, quand on a un jeune comme ça qui vient en médiumnité, qui a mis fin à ses jours, on peut pas tout de suite le mettre dans le catalogue, c'est pas beau, c'est vilain. Non, il est en contact avec moi, il me donne des éléments précis, il me dit pourquoi il est passé à l'action, parce qu'il me fait comprendre qu'il n'était pas bien, qu'il n'avait pas trouvé sa place sur Terre. Que tout ce qu'il a mis en place, ça n'allait pas et que son âme n'arrivait pas à trouver sa place. Et les parents, quand tu leur dis ça, mais oui, c'est totalement ça, il a laissé un mot en disant qu'il trouvait plus sa place, etc. Et C'est c'est les pas du mots, bazar. c'est les mêmes mots que tu entends ou c'est quelque chose aussi de l'ordre de l'énergétique qui se passe? C'est les deux. C'est le mot, c'est la clairaudience et c'est l'énergétique. Donc ça veut dire que j'arrive à comprendre leurs émotions, j'arrive à comprendre par quelles émotions ils sont passés. Par contre, la grande difficulté, c'est de le retranscrire avec des mots. Ça veut dire que parfois, j'ai certains défunts qui vont être très précis en disant des mots très scindants, parfois des mots qui ont une force énorme. Et parfois, certains vont pas arriver à me le nommer et ils vont me le faire traverser par émotion. Et c'est à moi de retranscrire au vivant. Donc, comment prendre le bon mot qui ne soit pas trop
pas Parce que c'est assez. Enfin, tu délicat dans vois, une situation d'une personne endeuillée je sais que t'en fais beaucoup moins maintenant et tu as dédié ta vie à transmettre maintenant d'une autre façon et accompagner les gens d'une manière beaucoup plus globale, d'où ce livre et d'autres méthodes, etc. que tu fais et que tu vas faire. Mais parce que c'est vrai que ça doit pas être évident, cette situation où on est avec quelqu'un. non, c'est une grande charge de responsabilité. J'en parle d'ailleurs dans mon livre succinctement, où c'est vraiment la charge émotionnelle qui est sur nos épaules, hein. Et c'est vrai que nous, en tant que médium, on a cette grande responsabilité de chaque mot. Et c'est ça, enfin, c'est hyper. Moi, j'ai plein de retours, hein, de parents qui ont été voir tel ou tel médium, et j'ai pas à juger de ce qu'a fait le travail du médium ou quoi, mais ce que je prends conscience, c'est que parfois, certains médiums vont utiliser des mots qui vont être plus marquants que le contact en lui-même. Donc, tu vois, des fois, et le mot base astrale, ça fait peur, surtout quand on a un enfant qui s'est suicidé. Donc, j'ai plein de parents qui arrivent en disant, oh là là, faites que mon fils ne soit pas dans base astrale, etc. Enfin, tu vois, déjà, et ça nous donne une grande responsabilité en tant que médium de savoir utiliser les mots qui sont vraiment cohérents et avec le message qu'il y a à transmettre et à la fois ce qui peut être entendu par des parents, en l'occurrence, qui ont perdu des enfants. Donc, c'est une grande charge émotionnelle et cumuler des rendez-vous, faire que ça, tu vois. Enfin, moi, personnellement, c'est pesant. C'est très, très pesant. Alors, Très pesant. tu es dans la région de Saint-Malo, hein, c'est ça, Carnac? Oui, je suis dans la région de Saint-Malo. Ouais. Et tu as donc des pompes funèbres depuis 2 ans, 3 ans, tu es dans ce milieu-là, donc c'est quand même une sacrée transition. Tu étais aide-soignante avant, c'est ça, hein? Tu as quand même un Ouais. sacré parcours jusqu'à maintenant avoir des pompes funèbres. Donc, mais ce que je voulais te demander avant d'en arriver là, c'était au niveau du coma. Coma, Alzheimer, fin de vie, tu vois, comme ça, on est dans un état second. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut quand même communiquer avec les âmes de comateux? Ouais, on peut quand même communiquer avec les âmes de comateux et ça, j'avais expérimenté ça avec le docteur Charbonnier où on avait fait des expériences au sein de son service, etc. Euh, à la, au commencement de ces expériences, je ne savais pas si c'était ma médiumnité ou si ça s'adressait à tout le monde. Et au final, au fur et à mesure de mon travail avec les comateux, les personnes atteintes d'Alzheimer, etc., ou alors les enfants qui sont polyhandicapés aussi, hein, qui n'ont plus le moyen de communiquer, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment adapté pour tout le monde et que ce n'est pas qu'une question de médiumnité. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le sujet et tu as une super technique qui existe, qui est la COCO, la communication connectée, Qu'on peut que faire tu avec connais les voilà, enfants avec les et... enfants, etc. Eux n'ont pas voulu explorer le côté comateux, etc., parce que c'était pas leur truc et ils n'ont pas voulu développer ça. Moi, en tout cas, j'ai voulu le développer et j'ai mis en place ce que j'appelle la communication inconsciente, où là, tu peux utiliser des outils. Alors, la communication connectée, la coco, ils vont utiliser les baguettes en On parle de laiton. Frédéric et Hélène Laloux, que j'avais Oui, donc interviewé il y a longtemps à Toulouse, qui habitent maintenant aux États-Unis, qui sont belges et qui ont écrit plusieurs livres à ce sujet, et sur d'autres sujets d'ailleurs, à chaque fois très bien fait avec beaucoup d'amour et ouais. Et une de belle maîtrise fonctionnel. ouais, du sujet. Ouais, donc moi en fait, je me suis un petit peu adaptée à cette coco, à cette communication connectée, en utilisant, moi j'utilise le lobe antenne. Tu vois, le lobe antenne, c'est ce qu'on va utiliser en géobiologie, mais le lobe antenne portable, c'est-à-dire un tout petit outil comme ça, et on va pouvoir instaurer une communication matérielle avec les comateux. Parce que moi, dans ma médiumnité, si tu veux, je vais le faire spontanément, cette communication avec des comateux, etc. Mais quand je suis face à des gens qui sont en train d'accompagner leurs proches dans le coma ou leur enfant qui est polyhandicapé et il fallait bien que je leur donne du matière, de la matérialité. Donc en fait, le long d'antenne, etc., fait qu'on peut entrer en communication inconsciente avec les personnes dans le coma, Alzheimer, tout ce qui est état modifié de conscience. La Et fin de cet vie. état-là, ça correspond là aussi à des généralités ou c'est vraiment... Non, on est vraiment sur du cas par cas là aussi, mais on part quand même d'une généralité qui est cet état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, dans la globalité, va mener à une communication possible d'âme à âme. Après, il va falloir approfondir parce que avec un comateux, par exemple,
on a quand même les filtres analytiques qui sont là, tu vois, on a les filtres. La personne n'est pas décédée, elle est dans l'entre-deux. Donc, on va aller capter les informations qui sont utiles pour nous et non pas est-ce qu'il veut continuer à vivre ou pas, parce que ça, on n'a pas ce genre de réponse et je dirais, qu'est-ce qu'on en ferait de ce genre de réponse au final? Savoir s'il va mourir ou pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin de dire à mes parents que je les aime. J'ai besoin que l'on enlève le tuyau qui me gêne. Et c'est pour ça que cette communication-là est intéressante pour Jean-Jacques Charbonnier dans le milieu des soins. Parce que lui, c'était qu'est-ce que je fais en tant que médecin? Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous avez mal, pas mal? Est-ce que vous souhaitez un peu plus de sédation, moins de sédation, tu vois? Et c'est pour ça que je trouve important de développer cette communication inconsciente qui n'est pas que de la médiumnité, qui est vraiment aussi quelque chose de palpable pour tout le monde. Ce que tu disais, c'est que ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était de plus en plus dense, compliqué cette dernière année. Les communications sont différentes et ont changé. Oui, les De manière générale, hein, communications. avec les défunts en général, c'est Ouais, plus le même ouais. contact. Toi, ça fait déjà 2 3 ans, donc tu es dans les pompes funèbres, hein, tu as ta propre pompe funèbre. Tu as remarqué que depuis un an, c'était. Enfin, il n'y a pas de hasard que tu te retrouves là en ce moment, maintenant. Est-ce que tu peux nous décrire cette expérience et comment ça a évolué et comment ça évolue pour Oui. les défunts eux aussi? Euh, Au début que j'étais face à l'accompagnement en fin de vie, j'ai quand même accompagné des gens dans la mort, hein, puisque voilà, je faisais aussi la toilette funéraire à ce moment-là, etc. Et j'étais face en fait à des âmes qui trouvaient naturellement leur voie en fait. Ça veut dire qu'elles arrivaient de l'autre côté, elles étaient accompagnées et puis elles n'avaient pas vraiment besoin de guidance ou quoi. Et au fur et à mesure de ces dernières années et au fur et à mesure que j'ai intégré vraiment le milieu funéraire, et là, je ne les accompagne plus en fin de vie puisque je suis là après leur fin de vie. Et je suis face à des âmes qui sont de plus en plus dans cette demande où je vais, qu'est-ce que je dois faire. Et là, je suis pas là pour leur dire, alors c'est là, en haut, à droite, c'est qu'est-ce que vous avez besoin? Eh ben, je sais pas. Alors, ce qui est très troublant, c'est que on a les guides, hein, les guides de passage qui sont toujours là et qui font toujours leur rôle d'accompagnement, mais on est quand même sur des âmes qui sont de plus en plus secouées de leur fin de vie. Et avant, ce genre d'état perdu, ça s'adressait plutôt aux gens qui partaient brutalement, un AVC, crise cardiaque, accident, etc. Maintenant, ça ne va pas s'adresser qu'à ça. Moi, j'ai des personnes qui ont des fins de vie de maladies, etc., qui sont vraiment dans cette préparation, entre guillemets, et qui sont perdus. Ils arrivent de l'autre côté et qu'est-ce que je fais là? Ben, qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, j'ai un travail un peu plus important dans ce travail de passage d'âme où je vais mettre un peu plus de temps tu vois, alors c'est pas forcément parlementer avec eux parce qu'on sent qu'ils n'ont pas forcément besoin de parler, ils ont plutôt besoin d'intérioriser cette mort, comme si quelque part ils avaient besoin de finaliser. Enfin voilà, c'est des contacts qui sont différents, où les passages d'âme sont un peu plus difficiles, je dirais, qu'auparavant. Ouais. Est-ce que tu sens la différence quand la personne a été ouverte spirituellement dans sa vie, qu'elle a vécu d'autres, tu vois, qu'il y a eu un épanouissement personnel et même une quête spirituelle? Est-ce qu'on sent vraiment la différence après dans l'au-delà? Ouais. On le sent ne serait-ce que par je vais pas dire leur philosophie, mais si un petit peu leur état d'âme. C'est un peu ça en fait. Le lâcher prise est beaucoup plus rapide que chez certaines âmes qui n'avaient pas vraiment discuté de tout ça de leur vivant, etc., qui sont en train de découvrir l'au-delà. Les gens qui étaient un peu plus ouverts spirituellement ont vraiment oui, le lâcher prise qui est beaucoup plus présent, qui est beaucoup moins long à venir et on a des âmes, je vais pas dire beaucoup plus apaisées, parce que c'est pas forcément le cas, mais qui sont dans une compréhension. Voilà, ils comprennent beaucoup plus vite. Donc oui, ça joue quand même cette ouverture spirituelle. Et ce que tu disais, c'est que ce que tu as remarqué, et maintenant c'est là où ton rôle a évolué, c'est que tu accompagnes au moment de la cérémonie également et tout. Et là,
tu nous dis, et tu en proposes d'ailleurs dans le livre, des rites, des rituels, tout ça, parce que c'est important, mais ils apprécient cette cérémonie, ces cadeaux, ces gestes, ils l'entendent, ils le voient, ils sont présents lors de les défunts, lors de des séances. Cérémonie là, oui. Là aussi, ce que j'ai pu observer et, euh, et, et c'est rassurant là aussi, c'est que j'ai pu euh, j'ai pu voir des histoires de vie des défunts. Enfin, tu vois, on a tous plus ou moins une histoire de vie compliquée, etc. On a tous des petits soucis avec notre corps. On n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Enfin, tu vois, parfois on a des choses qui sont un peu difficiles parfois à assumer, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas leur corps parce qu'ils sont trop gros, trop maigres, ou la maladie parfois a altéré le corps. Et, et on pourrait croire que l'âme, une fois qu'elle arrive de l'autre côté, elle s'en fiche de ça, elle est totalement libérée. Eh bien non, en fait, l'âme a ce besoin de se recueillir en quelque sorte devant ce corps. Donc c'est pour ça que je mise de façon très importante sur la toilette funéraire, etc., la présentation, parce que l'âme va terminer déjà dans un premier temps avec son apparence, même si c'est un corps qui a été douloureux, même si c'est un corps qui a subi des sévices, même si c'est un corps, c'était valable pour cette expérience terrestre. Donc l'âme va prendre un temps de recueillement. Ça va durer quelques heures, quelques jours parfois, mais dans la globalité, ça dure quand même au moins 1 ou 2 journées où, hop, dès que je rentre dans le salon funéraire, l'âme, elle est là, à côté de son corps. Et puis parfois je lui dis, mais je lui demande, est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que et parfois l'âme me dit, bah non, mon corps était pas beau là, mais j'ai besoin de le remercier parce que grâce à lui, j'ai traversé des choses. Et puis parfois, j'ai certaines âmes qui me disent ah non, non, mais vivement qu'on ferme tout ça, hein. Mais bon, elle reste quand même. Donc ça veut dire que spirituellement, elle a besoin de quelque chose. Et puis après, j'ai certaines âmes qui ont ce besoin de rester vers le corps et vers les vivants jusqu'aux funérailles. Ça veut dire qu'elles attendent le moment des funérailles. Non pas pour regarder qui est-ce qu'il y a, s'il y a le voisin ou la voisine, c'est pas du tout ça, ça va au-delà. Ça veut dire que cet hommage, qu'il soit civil ou religieux, c'est un hommage. Donc ça veut dire que là aussi, on va terminer le temps terrestre, on va remercier le temps terrestre, bien que les rites ne sont pas forcément là pour remercier ça, mais bon, on est quand même là pour rendre hommage une dernière fois, etc. Et puis souvent, le moment qui va déclencher l'élévation de l'âme, et ça je le vois à 80%, c'est alors quand c'est religieux, c'est au moment de l'encensement, où ils mettent l'encensoir autour du cercueil. L'âme va utiliser énergétiquement la fumée de l'encens pour souvent à ce moment-là, l'âme elle s'élève et je ne la revois plus. Donc c'est assez drôle et quand on est sur des cérémonies civiles, c'est au moment des au revoir, au moment où la famille va se recueillir autour du cercueil, etc. L'âme elle va s'estirper, enfin elle va partir et je vais la revoir parfois 3 4 heures après les funérailles où elle me dit c'était bien, etc. Mais de tout ce que je vois au niveau de ces cérémonies, qu'elles soient religieuses ou non, c'est qu'il y a un impact spirituel sur l'âme. Donc, Et le il n'y fait a de pas de... brûler les corps, le fait de vouloir être incinéré. Alors ça, c'est une question que j'ai tout le temps au niveau de la crémation. Bah oui. La crémation n'a pas de... Comment dire? Ça n'altère pas l'évolution de l'âme si cette crémation est choisie en son âme et conscience de son vivant. Donc c'est pour ça que là aussi, c'est mon deuxième point très important que j'aborde très très souvent, cette fameuse préparation de ces funérailles, même si on meurt le plus tard possible et même si euh, rien ne nous empêche de savoir ce que l'on veut. Si déjà on veut être en crémation, inhumation, etc. Parce que quelque part, quand on est dans cette projection, l'âme, elle va nous donner les petites indications de ce qu'elle veut pas. Et Parce sur que le ça, on plan le fait auprès de spirituel, qui? comment? Ça, on le fait auprès de qui, cette requête? Auprès de soi-même. Après, au niveau des dernières volontés, etc., souvent c'est vers les pompes funèbres ou autour de sa Non, famille, mais je tu me vois. demandais Mais s'il n'y avait pas à part son conjoint ou des organismes ou autres qui prennent en compte ça pour que si la mort est soudaine ou autre, il y ait ce choix.
On a ce système de prévoyance chez les pompes funèbres, mais tout le monde n'est pas prêt à pousser les portes du pompe funèbre pour dire ce que je veux, ce que je veux pas. Moi, j'ai mis en place ce que j'appelle les directives anticipées spirituelles. Ça veut dire que tu vas faire le point sur les questionnements avant de mourir, pendant et après. Si il m'arrive quelque chose, je suis dans un état de coma. Je veux que l'on me réanime ou pas. Si je suis dans un stade terminal d'une maladie, je veux telle ou telle chose. Le souci, c'est que quand tout va bien, ça va être facile de dire ah non, moi je veux pas être réanimée si j'ai un accident, moi je veux pas être dans un état de légume parce que c'est comme ça que l'on parle. Sauf que on a vu à plusieurs reprises que il y a des gens qui vivent dans cet état de végétation comme ça, de végétatif, de coma végétatif, et ils meurent pas. Donc s'ils meurent pas, c'est qu'il y a bel et bien encore quelque chose pour l'âme à vivre. Donc ces directives anticipées spirituelles sont là pour nous faire cheminer à tout moment de notre vie. Mais moi, ce que je trouve le plus important, c'est d'en parler autour de soi, de dire voilà, moi je veux une crémation, je veux une inhumation. On ne dit pas une incinération parce qu'on va incinérer des ordures et on va crématiser des corps. Donc ça c'est important aussi. Oui, tout à fait. C'est bien que tu le dises. On incinère des poubelles, des choses comme ça, et on crématise des corps vivants. Et Ouais. même les animaux, j'aime bien qu'on emploie le terme crémation parce que ce sont des êtres vivants à part entière. Et pour l'âme, au niveau spirituel, il n'y a pas d'incidence, cette crémation ou cette inhumation. Je dirais que ça vient en continuité de qui était la personne de son vivant. Très bien. Tout ça est très intéressant, hein. C'est sans fin et on pourrait continuer longuement, mais bien sûr, hein, mais il y a ton livre et puis tu en as écrit d'autres d'ailleurs, mais ça c'en est l'un d'entre eux, La passeuse d'âme, qui est passionnant et vraiment j'ai beaucoup apprécié moi-même faire une séance avec toi, mais aussi pouvoir faire cette interview. J'ai plein de questions encore, mais je sens qu'on aura l'occasion de refaire une autre interview. Donc je sens que là, on a fait un beau tour de la question, on va dire, de ce vaste sujet. Je sais que ça tient à cœur qu'on puisse avoir et nous-mêmes ces outils et ces techniques pour pouvoir soi-même se préparer aussi, parce que si on dédramatise notre mort, et même s'y préparer, eh bien, on va encore plus être vivant et encore plus être là sur Terre et être présent et voilà, on ne vivra pas dans cette peur. Et une fois de plus, surtout en ce moment, on comprend bien que la peur nous enterre avant l'heure et que c'est important de rester dans ces hautes vibrations. Donc, je te remercie beaucoup pour cette interview. Ouais, merci, à bientôt. Et je vous encourage tous les yeux co-créateurs à partager cette vidéo et à lire le livre Les Passeuses d'âme. Merci beaucoup, Christelle. Merci Lilou, à bientôt. À bientôt.